Paris, y es-tu? Le grand livre-jeu de la ville avec Théo et Pochi. Pour visiter Paris, il est recommandé de ne pas avoir les yeux dans sa poche. Il y a tant de choses à voir. Les grands monuments, bien sûr, mais aussi des détails qui passent facilement inaperçus quand on n'est pas assez observateur. Un petit garçon au foulard rouge, prénommé Théo, t'accompagnera durant la promenade. Il est présent dans chaque dessin. À toi de deviner l'endroit où il se tient. Pour tout arranger, imagine-toi que le pauvre a perdu son chien Pochi et qu'il le cherche de quartier en quartier. Veux-tu l'aider à le retrouver? Ce n'est pas tout. Tu remarqueras qu'un mot apparaît systématiquement en rouge dans le texte, correspondant aux différents lieux que nous visitons. Il désigne un objet, un personnage ou un animal qui n'est généralement pas tout à fait à sa place. Là encore, tu dois mettre le doigt dessus. Enfin, un ballon jaune semble aussi être de la partie. Le vois-tu? À toi de jouer, œil de lynx. Le magnifique jardin du Luxembourg. Il dépend du palais du même nom, construit pour Marie de Médicis, épouse de Henri IV. À son époque, le jardin était d'ailleurs encore plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais il est bien assez vaste pour s'y promener longuement en regardant les statues des reines de France ou s'y attarder en dénichant un petit coin tranquille. Le Luxembourg a plusieurs visages. C'est à la fois un jardin à la française, aux allées bien droites, et un jardin à l'anglaise, c'est-à-dire imitant davantage la nature. C'est dans ce dernier secteur qu'un véritable rucher et ses abeilles est installé. Mais rassure-toi, aucun ours, même si chacun sait qu'ils sont très amateurs de miel, ne traîne pas dans les environs. Nous voici au musée du Louvre. Le Louvre fut d'abord une forteresse au Moyen-Âge avant que François Ier n'engage sa transformation en un véritable palais. Ce ne fut pas l'œuvre d'un seul homme. Henri IV termina la grande galerie longeant la Seine. Louis XIV fit construire la façade à colonnes donnant sur la ville. Napoléon Ier s'occupa des bâtiments côté rue de Rivoli et Napoléon III fit achever le chantier. Aujourd'hui, le Louvre est l'un des plus grands musées du monde, sinon le plus grand. Il abrite de merveilleuses collections d'antiquités égyptiennes, grecques, romaines ou de tableaux français, hollandais, anglais, italiens. Le plus célèbre d'entre eux est certainement la Joconde, de Léonard de Vinci. Tiens, on dirait qu'elle a quitté sa place. Nous voici place de l'Opéra. L'Opéra de Paris est le temple de la danse et de la musique classique. Son architecte Charles Garnier a voulu qu'il soit coloré, spectaculaire, éblouissant et il consacra 15 années de sa vie à sa construction. Marbre, colonnes, sculptures, mosaïques, rien n'était trop beau. Passé l'entrée, un escalier majestueux conduit au balcon doré de la grande salle habillée de rouge. Quel spectacle! C'est ici que brillent les danseuses étoiles. Au fait, sais-tu pourquoi une toute jeune danseuse est surnommée Petit Rat? Parce que le bruit de ses chaussons sur le parquet ressemble à celui de la course d'un rongeur. Oh, on dirait qu'une petite pensionnaire a envie de prendre l'air. Montmartre. Il y a comme un petit air de village ici. Sommes-nous vraiment à Paris? On a d'ailleurs souvent dit qu'il y avait plus de Montmartre dans Paris que de Paris dans Montmartre, car c'est avec le plâtre des carrières de Montmartre que de nombreux immeubles parisiens ont été construits. Perché sur sa butte, le village qui a conservé ses rues étroites et ses jolies maisons attire une foule de touristes. C'est pour eux que peintres et dessinateurs campent en permanence sur la place du Tertre. Ne serait-ce pas la Tour Eiffel, peinte sur un de leurs tableaux? Place Charles de Gaulle, avenue des Champs-Élysées. Sur la place, l'Arc de Triomphe est une construction imposante que Napoléon Ier a voulu à la mesure de sa victoire dans la bataille de Solesmes. Le chantier fut cependant très long et l'empereur était mort depuis longtemps quand l'arc fut inauguré en 1836. Il reste que le monument est devenu un des symboles de Paris, tout comme la prestigieuse avenue des Champs-Élysées, célèbre dans le monde entier.
C'est là qu'ont lieu les défilés du 14 juillet et que se sont souvent rassemblés les Parisiens à des moments importants de leur histoire. Après la finale de la Coupe du monde de football en 1998, des centaines de milliers de personnes vinrent y fêter la victoire des Bleus de l'équipe de France. Mais quel joueur a donc trouvé moyen de perdre son ballon ? Nous sommes au parvis de Notre-Dame. La grande cathédrale en impose avec ses 2 tours hautes de 70 mètres. Au Moyen-Âge, on voulait montrer la grandeur de Dieu et la profondeur de sa foi par des constructions majestueuses. Nous ne voyons pas Notre-Dame de Paris aujourd'hui telle qu'elle était, car sa façade était peinte de couleurs vives qui ont désormais disparu. Par ailleurs, la Grande Place, le parvis qui la précède, est une réalisation assez récente. Au Moyen-Âge, on découvrait soudainement la cathédrale au détour d'une rue étroite. Elle n'en paraissait que plus grande. Une chose est sûre, il y a toujours eu un carillon. Enfin, quand la grosse cloche ne se sauve pas. On a souvent dit que la place de la Concorde était la plus belle au monde. En tout cas, c'est la plus grande de Paris. Au centre se situe l'obélisque que connaissent bien tous les petits Parisiens. Ce monument, vieux de plus de 3000 ans et couvert de hiéroglyphes, a été offert par l'Égypte en 1831. Il a fallu construire un bateau particulier pour le transporter jusqu'en France, puis des centaines d'hommes pour le redresser sur son socle avec un système compliqué de treuils et de poulies. Tu sais peut-être que pour un Égyptien, un personnage se dessine avec la tête de profil et le torse de face. Au fait, ne remarques-tu rien d'inhabituel sur la place ? Qui imaginerait Paris sans tour Eiffel ? Construite par l'ingénieur Gustave Eiffel, elle fut le plus haut bâtiment jamais élevé par l'homme. 300 mètres. Elle est en fer car un monument en pierre de cette taille se serait écroulé sous son propre poids. Mais la tour fut plusieurs fois menacée de démolition car on la trouvait très laide. Elle fut définitivement sauvée quand elle eut une vraie utilité. Elle devint ainsi une merveilleuse antenne pour le télégraphe, puis la radio. Aujourd'hui, elle sert d'émetteur pour les chaînes de télévision. Mais il n'est nullement nécessaire d'apporter son téléviseur au Champ de Mars pour suivre son émission favorite. La Tour Eiffel se fait un plaisir de livrer à domicile.